Je pense que le monde du produit est plus dense que ce que j'avais en tête. Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser ou est-ce qu'il vaut mieux être généraliste ? Son application de banque avait récemment changé et ne lui permettait plus d'utiliser son propre compte bancaire. Est-ce que t'as pas un risque de saturation d'informations ? Ne pas interpréter et réutiliser les mots de l'utilisateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et en ce 2 décembre, la parole est à Alice qui est product designer. Salut Alice, comment ça va ? Salut Marceline, écoute, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis donc product designer. J'ai fait une première formation en librairie, donc je suis issue de la reconversion. J'ai 33 ans et je suis actuellement product designer. Comment t'as découvert l'univers du produit ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? Alors, j'ai pas découvert le monde du produit tout de suite, à vrai dire. J'ai d'abord découvert le monde du développement. Pendant le Covid, le site internet de ma librairie a planté. Et je me suis donc retrouvée obligée de mettre un petit peu le nez dans tout ce qui était développement du site, que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a beaucoup intéressée. Donc au moment où je me suis posé la question sur l'avenir de ma carrière en tant que libraire, je me suis rappelée de ce moment-là, et je me suis un petit peu renseignée sur tout le monde du web en règle générale, et je me suis rendu compte que donc le développement ça m'intéressait, mais ça serait pas pour moi. Par contre, il y avait d'autres sujets qui m'intéressaient encore plus. En l'occurrence, tout ce qui était expérience utilisateur et design d'interface qui m'intéressait énormément. Et j'ai ensuite, par la suite, après une formation sur l'UI et une formation sur l'UX, découvert le product design en règle générale. Est-ce que tu as des compétences que tu as transposées de ton métier de libraire vers ton métier de designer ? J'ai donc des compétences en écoute par rapport à l'écoute du client, puisque en librairie, il fallait leur demander ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils aimaient, et comprendre un petit peu leur goût en fonction des questions et des réponses qu'on obtenait. En faisant attention quand même, puisque les clients en librairie et dans le commerce en règle générale n'expriment pas exactement ce qu'ils souhaitent. Et donc notre travail, c'est aussi de déduire et comprendre ce qu'ils veulent à demi-mot, donc reformuler. Alors qu'en UX, dans les tests avec les utilisateurs, il faut surtout pas reformuler, au contraire, il faut utiliser leurs propres mots. Pour en revenir à toi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Captain Contrat et quelles étaient tes missions ? Captain Contrat, c'est une entreprise qui permet aux entrepreneurs de créer leur société et ensuite les aide à gérer l'administratif et le juridique pendant toute la vie de la société. Et moi, mon rôle, c'était, j'avais des missions au jour le jour, enfin à la semaine, qui étaient en l'occurrence de faire des tests avec les utilisateurs, donc les appeler et leur demander si leur expérience avait été bonne et quels étaient les différents problèmes qui pouvaient nous faire remonter pour que nous on les travaille en parallèle. Il y avait aussi des tests sur Hotjar, donc un logiciel qui permet de voir le parcours du client, donc voir un petit peu les points de friction qu'ils ont pu rencontrer. Et à nouveau, on prenait des notes et on faisait remonter les problèmes pour les prioriser. Autrement, de façon plus large, j'avais des projets un petit peu plus larges qui étaient donc les points de friction qui avaient été remontés au PM. Il fallait enquêter un petit peu sur savoir qui ça touchait, comment ils faisaient actuellement pour trouver une solution de leur côté. Et du coup, je faisais des discoveries, on appelait ça des discoveries, ce qui est un petit peu le principe de tout ce qui était UX Research et ensuite les solutions en design elles-mêmes. Donc là, je passe à la partie interface utilisateur, donc user interface. Comment est-ce que tu as réussi à simplifier des notions de droit qui pouvaient être perçues comme quelque chose de compliqué à comprendre pour l'utilisateur ? Alors, ça va surtout être une question de vocabulaire, je pense, et là, c'est pas forcément que le design. Du côté design, on fait en sorte de leur donner la possibilité d'avoir un certain nombre d'explications, donc ça passe par les questions fréquentes, ça passe par des petites aides dans la page et ce genre de choses, et autrement, ça passe aussi par le contenu lui-même qui va être technique, mais qu'on permet aussi aux utilisateurs qui y connaissent moins d'avoir de la vulgarisation, de façon à quand même comprendre ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est effectivement quelque chose qui remontait souvent, c'est que les gens qui n'avaient pas de compétences, que ce soit en juridique ou en comptabilité, nous faisaient remonter, c'est que parfois c'était un petit peu dur pour eux de trouver les éléments qu'il fallait qu'ils remplissent dans leur dossier, et c'est là que les aides bleues et que les FAQ rentrent en compte en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le produit que tu as appris récemment ? Alors j'ai énormément appris
pendant la mission de Captain Contrat, donc ne pas interpréter, réutiliser les mots de l'utilisateur et faire en sorte que ce soit lui qui exprime clairement ce dont il a besoin. C'est important d'aiguiller un petit peu l'utilisateur, mais vraiment le moins possible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour faire de la veille? Pour faire de la veille, il y a plusieurs choses. De mon côté, je suis abonnée à pas mal de newsletters différentes. Prendre le temps de faire des notes quand il y en a certaines qui sont plus pertinentes, plus intéressantes pour moi. Typiquement, sur LinkedIn, je sais que je suis Timothée Frein. Dans les newsletters, il y en a des différentes puisque l'idée c'est que je suis pas que des choses qui sont sur le produit. Mes veilles, en l'occurrence, je suis des choses qui sont sur le marketing et parce que je pense que le produit, ça touche pas que le produit lui-même. Je suis Nina Ramen, que je suis aussi, qui est sur la visibilité sur LinkedIn. C'est surtout du contenu qu'elle partage et je trouve ça très intéressant. Le ticket, il y a aussi la cargaison. Et la cargaison, là, c'est 100% marketing. Et le dernier aussi qui est hyper intéressant, Growth Design. Et eux, ils font des études de cas. Je crois que c'est une fois par semaine, c'est sous forme de petites bandes dessinées. Et c'est hyper intéressant à chaque fois. Il y a énormément de vocabulaire, il y a énormément de choses qui sont dites à chaque fois qui sont très très intéressantes. Nous passons à la partie 2. Comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer et quels sont tes plus gros challenges aujourd'hui? Je pense que le monde du produit est plus dense que ce que j'avais en tête. Je pensais que le produit, c'était une équipe qui était constituée d'un UX designer et d'un UI designer et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'autres métiers au sein de l'équipe produit et qui sont essentiels mais que j'avais pas réalisé qui existaient. Et puis toutes les équipes ne sont pas constituées des mêmes métiers dans chaque entreprise, suivant la taille de l'entreprise. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de chaque équipe. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout un certain nombre de métiers en tête quand moi je me suis lancée dans le produit en UI, UX. Pour moi, c'était un autre monde. Et quand j'ai découvert du coup tout ce qui était product management, product marketing manager, j'ai découvert plein de métiers que je connaissais pas du tout et qui sont évidemment hyper importants. Quelle est la part de l'UI dans ton travail? Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser ou est-ce qu'il vaut mieux être généraliste? C'est une excellente question. Alors, la part de l'UI dans mon travail en tant que product designer, elle est importante étant donné que le product designer va suivre le produit et les améliorations qui sont faites depuis la recherche utilisateur jusqu'au moment où on donne le projet final au développeur. Donc ça reste, je pense que c'est à peu près un tiers du travail, puisqu'il va y avoir la recherche, le rendu et ensuite l'UI. Moi, je sais que j'ai choisi de faire product designer parce que j'aime faire un projet de A à Z, donc de faire de la recherche utilisateur, chercher des solutions, tester les solutions et proposer une solution construite aux développeurs et suivre en plus les développeurs pendant qu'ils créent la solution. Donc ça, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, je pense que c'est aussi à chacun de voir, trouver le métier qui leur correspond le mieux. En fait, je suis pas sûre que ça soit pertinent que quelqu'un soit plus général si c'est pas s'il y a un des deux aspects dans le métier qui ne leur plaît pas, parce que dans ces cas-là, ça va se sentir dans la façon dont ils travaillent et dans le rendu qu'ils donnent. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire les branches dans lesquelles on est à l'aise plutôt que de tout faire s'il y a quelque chose dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Et on passe à la troisième partie. Aujourd'hui, on parle de l'accessibilité dans le monde du digital. Quand tu réfléchis à un design, est-ce que tu pars du principe que tous les utilisateurs savent utiliser les applications ou est-ce que tu conçois ton application comme si chaque utilisateur n'avait aucune connaissance du digital? Pour le coup, je pars du principe que la personne en face de moi n'est pas forcément la plus compétente dans le domaine que je suis en train de lui expliquer, justement pour lui permettre de s'en sortir. Il faut que le design que je vais lui proposer soit évident et que s'il y a jamais il y a des problèmes dans le vocabulaire, comme il pouvait y en avoir avec Captain Contrat, lui permettre d'avoir toutes les clés en main de façon à être autonome et à comprendre ce qui se passe ce qui se passe sur son écran. Donc ouais, quand je design, c'est vraiment plus pour une personne lambda et pas pour une personne ultra compétente dans le domaine que je lui propose. Mais du coup, si tu pars du principe que chaque utilisateur part de zéro, est-ce que t'as pas un risque de saturation d'informations?
Alors, c'est possible pour le coup. L'idée, c'est de bien hiérarchiser aussi. Donc, faire en sorte que toutes les informations soient pas forcément visibles dès le premier regard, parce qu'effectivement, une page où il y a trop d'informations, on étouffe. Donc, l'idée, c'est aussi de faire en sorte de designer de façon à ce que la personne puisse trouver les informations sur la page sans qu'elles soient forcément écrasantes au premier regard. Quand on pense à un produit, quelle est la norme d'accessibilité la plus importante? Pour moi, la plus évidente, c'est la contraste. C'est le principe des contrastes des couleurs. Et dans le principe des couleurs, il y a aussi le fait de faire en sorte que un message ne doit pas uniquement passer par une couleur, parce que les personnes qui ne voient pas, justement, les couleurs, tout ce qui est en lien avec la vision et l'absence de distinction des couleurs, va faire qu'il faut que le message soit écrit aussi. Il faut pas que ça soit juste la couleur rouge qui annonce qu'il y a un problème. Pour moi, ça, c'est une des plus importantes dans le fait qu'elle est évidente, mais que parfois elle est oubliée. Et en plus de ça, il y a différents type de daltonisme, donc il faut aussi prendre en compte vraiment le problème des couleurs au sens large, et du coup faire en sorte que tout le monde puisse voir le site, sachant qu'en plus pendant mes études on n'arrêtait pas de nous dire aussi que quand on crée un produit pour des gens qui ont une forme de handicap, faut pas oublier qu'en fait ça va servir à tout le monde. Donc même si les personnes vont voir la couleur rouge, il y en a certaines à qui ça va pas forcément parler. Donc le fait que ça soit expliqué à côté, c'est aussi important, ça peut aussi servir à des personnes qui voient les nuances de couleurs. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des tips à nous partager sur l'accessibilité? Ouais, pour moi, le premier et le seul tips, en fait, c'est de se mettre dans la peau de la personne pour laquelle on design. En l'occurrence, je me souviens que j'ai partagé assez récemment un post sur LinkedIn de quelqu'un ça m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons. Mais donc ce monsieur, donc c'est Djebrin Aloui, qui a partagé son expérience. Il est malvoyant et il expliquait que son application de banque avait récemment changé et ne lui permettait plus d'utiliser son propre compte bancaire parce que justement il y avait plus d'accessibilité, il y avait plus les notions qui lui permettaient avant de naviguer sur la page. Donc pour moi c'est vraiment se mettre dans la peau de la personne pour qui vous designez. N'oubliez pas en fait, parce que ce que vous pouvez oublier parce que vous n'en avez pas besoin, il y a une personne en face qui va se retrouver bloquée et ne plus pouvoir accéder à son compte bancaire parce que vous l'aurez pas fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mettez-vous dans la peau de la personne en face pour réaliser l'impact que les différents designs et les différentes informations qu'on va donner, à quel point c'est important. Quand il y a un lien, il faut qu'il y ait précisé quel lien c'est. Quand c'est une photo, il faut qu'elle soit utile et il faut que la description de la photo soit pertinente. Donc voilà, ne pas oublier tout ça et puis la description permet aussi à la personne de situer de quoi il s'agit. Il y a certaines descriptions, si je me souviens bien, qui sont pas forcément utiles, mais ce sont celles qui correspondent aux images décoratives et dans ces cas-là, on précise simplement que c'est une image décorative, qu'elle n'a pas de but à la navigation, mais toutes les images ont une importance et leur description est encore plus importante. Merci d'avoir participé. Est-ce que tu souhaiterais dire un mot de la fin ? Merci à toi de m'avoir proposé. Pour le coup, c'est la première fois que je fais ce genre de format, donc c'est hyper intéressant aussi pour moi. Et j'ai hâte d'écouter les autres personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.